Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal à Taïwan où les opérations de secours se poursuivent toujours 7 jours après le terrible tremblement de terre qui a frappé l'île. Le bilan est désormais de 94 morts et 30 personnes sont toujours portées disparues. L'effondrement de la tour Weiguan du 17 étage située dans la ville de Tainan est l'incident le plus grave survenu après ce séisme. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'île depuis hier jeudi ont sérieusement ralenti les opérations de recherche. Les équipes de secours présentes sur les lieux de la catastrophe ont rappelé que malgré les faibles chances de retrouver des survivants sous les décombres, les opérations de recherche allaient néanmoins se poursuivre. Un service commémoratif a été organisé en hommage aux victimes de la catastrophe. L'actuel dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou et la récente gagnante des élections Tsai Ing-wen se sont tous les deux rendus sur place pour honorer la mémoire des victimes. En dépit des efforts frénétiques pour trouver davantage de survivants parmi les décombres suite au séisme de Tainan, de nombreuses familles et amis ont été incapables de contenir leur frustration alors qu'ils attendent un signe de leurs proches. C'est une scène sans cesse rejouée. L'espoir qui surgit brièvement avant de s'estomper. Les machines lourdes font une pause pour laisser une équipe dévaler un tas de décombres de ce qui était le complexe du Dragon d'Or. Mais l'équipe n'en extrait que 2 corps inertes de plus. C'en est trop pour de nombreux parents des disparus, leur angoisse et leur frustration se manifestant après une note d'information donnée jeudi. Vous nous demandez d'espérer un miracle, mais pourquoi ne faites-vous pas plus de fouilles? Il y a 2 zones ensevelies. Pourquoi vous concentrez-vous tellement sur le bloc G et ne faites pas grand-chose sur le bloc A? Les officiels étaient bien en peine d'expliquer leur stratégie de recherche et ses limitations. Le bloc s'est effondré de ce côté, donc les murs sont maintenant devenus comme le sol à la base. Il est simplement trop dangereux d'amener là-bas l'équipement lourd maintenant. Tout d'abord, nous voulions creuser un tunnel dans le bloc enseveli, mais c'est simplement trop risqué parce qu'il y a trop de poids au-dessus. Pour expliquer davantage, les officiels ont alors amené les parents proches au cœur du site de la catastrophe. Entre-temps, les autorités continuent leur enquête sur les causes de l'effondrement du bâtiment, lorsque presque tous les autres bâtiments dans la ville sont restés intacts après le séisme. Elles cherchent des preuves de la mauvaise qualité du travail, des matériaux ou d'altérations effectuées et retiennent 3 cadres du promoteur immobilier aujourd'hui disparus. Les autorités ont choisi de maintenir au secret les cadres, ne leur permettant pas de communiquer entre eux ni avec des gens à l'extérieur. C'est, disent-elles, parce qu'ils ont fait des déclarations contradictoires et pourraient sinon s'entendre pour trafiquer les preuves. Élucider les causes de l'effondrement et amener les responsables devant la justice pourrait constituer une forme de réconfort pour les familles des victimes. Le gouvernement central chinois a apporté son soutien aux efforts de la police de Hong Kong en vue de maintenir l'ordre public après les émeutes survenues lundi soir dans les rues du quartier de Mong Kok. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré que la police avait agi de façon très professionnelle et avait fait preuve de retenue tout en ayant pris des mesures respectant la loi. Il a indiqué que le gouvernement central soutenait les autorités hongkongaises en maintenant la sécurité publique et la stabilité sociale et en punissant les comportements criminels. Des dizaines de personnes ont été accusées jeudi d'avoir pris part à des manifestations dans le district de Mong Kok qui ont éclaté après un différend entre des vendeurs de rue et la police au premier jour des vacances de la nouvelle année lunaire. Les manifestants ont lancé des briques en direction de la police et mis le feu à des poubelles durant la nuit. La police a déclaré ne pas pouvoir exclure que cet incident ait été planifié, tout comme les violences, alors que des personnes ont été vues dans des véhicules remettant du matériel aux manifestants. Les émeutiers risquent une peine de prison maximale de 10 ans. La Chine a confirmé son premier cas importé de virus Zika. Le patient est traité dans un hôpital de la province du Jiangxi. Cet homme de 34 ans est rentré du Venezuela la semaine dernière. Le patient est rentré et présentait des symptômes de fièvre, maux de tête et nausées. Il est allé à l'hôpital dès son arrivée en Chine. J'avais peur d'infecter mon entourage si j'étais porteur du virus. Alors je suis allé à l'hôpital pour confirmer. Le patient a été placé en quarantaine et est traité à l'hôpital depuis le 6 février.
La lutte anti-moustique a été renforcée autour de l'hôpital ainsi que dans les communautés locales. Le patient va mieux et sa température est normale. Les experts disent qu'il pourra sortir dans 1 ou 2 jours. Les Chinois sont de plus en plus préoccupés par la qualité de leur environnement. C'est particulièrement vrai en mer de Chine méridionale où une série de mesures très innovatrices ont été implantées pour protéger les récifs coralliens entourant l'île de Jiaoshu. L'avenir de l'île de Jiaoshu semble plus vert que jamais. Il y a plus d'immeubles que lors de notre première visite il y a 2 ans. Nous avons rencontré la famille de Chen Yihu à nouveau. Ils vivent ici avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis très fière de vivre à Jiaoshu et je suis très satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. Nous pouvons nous fier là-dessus et on se sent chez nous beaucoup plus que par le passé. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Maintenant, il y a l'électricité, un réseau 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement réside dans le changement de mentalité. On nous a appris à ne plus couper les arbres pour faire cuire notre nourriture et à ne plus chasser les jeunes oiseaux. On arrête de pêcher en juin pendant 3 mois. Toutes ces mesures visent à protéger les écosystèmes. En 2013, 1 an après l'établissement de Sansha, nous sommes venus à Jiaoshu. Chen Yihu et son fils Chen Siyu allaient à la pêche chaque jour. Ils avaient déjà vu le nombre d'escargots et de poissons baisser dans les eaux côtières. C'était la même année que Sansha a instauré une nouvelle réglementation pour interdire la pêche illégale. Un programme de protection pour les récifs de corail a aussi été mis en place. Le plus grand souhait de Wang Linhua était alors que la mer puisse continuer à fournir ses trésors aux pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle pêche et fait de la sylviculture. C'est non seulement pour obtenir un revenu supplémentaire, mais c'est aussi pour assurer le mode de vie des générations futures dans l'île. Jiaoshu s'ouvre au monde extérieur, mais comment garder son charme unique, c'est une question qui demeure entière. Les changements climatiques, la surpêche et le développement économique ont mis à mal les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Les dommages causés à l'environnement signifient que les pêcheurs perdront leur gagne-pain et on assistera à la disparition des îles elles-mêmes. Ainsi, la gestion de l'écosystème a été renforcée dans le but de garantir un avenir durable. Sansha propose des solutions innovatrices pour protéger l'environnement. Grâce à une application, n'importe qui peut s'impliquer pour protéger un arbre et rendre l'île plus verte. Cela coûte environ 300 yuan ou environ 50 $ par année. L'argent amassé nous permettra d'entretenir la forêt et de planter d'autres arbres à Sansha. Nous espérons que Sansha va s'embellir et notre fils va donc pouvoir revenir sur l'île de Jiaoshu. Voici l'arbre que nous avons acheté dans le but de rendre l'île plus verte. Nous espérons qu'il pourra résister aux forts vents et qu'il deviendra grand et fort. Ça me permet d'avoir une connexion directe avec l'île et me donne une bonne raison de revenir à Sansha. Notre série Redécouvrir l'Afrique nous emmène aujourd'hui au Kenya. Actuellement, seul un train et une route relient la ville de Mombasa à Nairobi. Mais un projet chinois va bientôt changer tout cela. C'est un reportage de Judan pour CCTV français. Je me trouve à la station de Voi. Ici, vous pouvez voir une ligne délabrée, héritée de la période coloniale britannique, reliant Mombasa et Nairobi. Les trains mettent plus de 12 heures pour parcourir les 450 km à travers de la savane qui sépare les 2 principales villes kenyanes. À peu près 1 km de là où je me situe, une nouvelle ligne est en construction. Ce projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Mombasa et Nairobi utilise toutes les techniques avancées chinoises. Je m'appelle Clémence, je vivais ici à Voi. Je travaillais dans une station d'essence au sud. Ce que je pense de la nouvelle ligne de chemin de fer, je pense qu'elle peut apporter des améliorations, notamment au niveau de la vitesse. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle ligne. À côté de l'ancienne voie, une nouvelle ligne de chemin de fer est en cours de construction. Et cette fois, sa conception est chinoise. Agnès est une géomètre en charge des mesures, des calculs. Elle est l'une des seules femmes à travailler sur le terrain
Et son travail est essentiel au projet car il garantit la hauteur et les limites de la voie ferrée. Employée depuis un peu plus d'1 an, cette jeune Kenyane ne manque pas d'ambition. J'ai choisi ce travail car je veux changer l'image des femmes au Kenya. Les Kenyanes vont penser que cet emploi est très difficile, mais pour moi c'est facile. Il m'oblige à travailler beaucoup, j'accumule beaucoup d'expérience avec ce travail. Sur un autre site de construction le long de la route, Zhang Zhaoyi, 45 ans, dirige avec un style propre ses employés. Ce style unique ne l'empêche toutefois pas de communiquer efficacement avec ses collègues. J'ai commencé à travailler ici en mars. Je suis venu avec 4 membres de ma famille. Nous travaillons tous sur le projet. Au cours des 3 premiers mois, la langue a été un problème, l'anglais n'étant pas ma langue maternelle. Il nous a fallu du temps pour se comprendre les uns les autres. Mais désormais, la langue de travail que nous utilisons n'est plus un problème. Le pont sur lequel lui et son équipe travaillent va élever les rails afin que le train puisse passer durant la saison des pluies quand la rivière gonfle. L'élévation des rails prend également en compte des animaux sauvages de la zone. Sur une terre où la faune est reine, la question de l'adaptation de ces créatures à la modernisation est une priorité des constructeurs de la ligne. Zhang Chi est l'ingénieur responsable du pont de la rivière Tsavo. La hauteur de l'arche est variable et comprise entre 9,5 mètres et 31,5 mètres. Ceci afin de garantir que le passage du train ne porte pas atteinte à la faune. Le pont est fait de manière à permettre le passage des animaux sauvages en raison de son emplacement sur la rivière Tsavo. Pendant la saison des pluies, de nombreux animaux viennent ici. Cette conception est nécessaire pour les animaux. Certains animaux n'ont même pas pris la peine d'atteindre. En plus du pont, près de 600 points de passage sont dispersés le long de la route, que ce soit pour les animaux ou pour les pluies. Il s'agit de la première ligne internationale et du premier projet entièrement conçu selon les normes chinoises. La construction devrait permettre d'élever le PIB du Kenya d'1,5%. Elle va créer plus de 30 000 emplois au Kenya, techniciens qualifiés et ingénieurs inclus. Une fois complété, le coût logistique chutera de 40%, ce qui apportera au système de transport du Kenya des bénéfices énormes. Pour une tribu située non loin de là, le train offre l'occasion de voir plus du monde. Jacob est le chef de cette tribu Maasai, qui vit à proximité de la ligne de chemin de fer. Le peuple chinois réalise un projet ici. Notre peuple va y travailler et cela nous a aidés pour l'eau. Car avant, nous n'avions pas d'eau près d'ici. Mais maintenant, notre peuple obtient de l'eau de ce site. Nous sommes donc très heureux que le train vienne ici. Le projet avance à grands pas. À l'avenir, la ligne de chemin de fer devrait être prolongée pour relier 5 autres pays d'Afrique de l'Est, ce qui permettra de stimuler le commerce régional. 2016 n'est pas seulement l'année du singe, mais marque aussi le 60e anniversaire du Théâtre national pour enfants de Chine. Pour l'occasion, le théâtre propose différentes performances et activités durant la fête du printemps. La pièce de théâtre Les Trois Moines aura 10 représentations à l'Institut national des arts de Beijing, à la suite d'une tournée mondiale en Allemagne, en Espagne, en France, en Finlande, au Japon ainsi que dans d'autres pays. La chasse au trésor sera quant à elle présentée au théâtre pour enfants. C'est la seule pièce pour enfants écrite en 1961 et jouée par le géant de la littérature chinoise Lao She. Cette pièce raconte les belles aventures d'un petit garçon et d'un bateau magique. Box of Idioms viendra compléter la saison. Les nouvelles technologies telles que la projection en 3D et des scènes de théâtre mobile ont été inclus dans la réalisation cette année. Le théâtre effectue également des tournées dans les écoles et dans les communautés.
Les foires organisées dans les temples font revivre une forme traditionnelle de marché où les gens peuvent faire du troc et apprécier diverses performances artistiques. Il s'agit d'une manière importante pour les Chinois de célébrer de nos jours la fête du printemps. Du papier découpé, des boîtes de tabac à priser ainsi que des figurines de lapins, une tradition pékinoise. Née aux États-Unis, Hélène, 9 ans, rend visite à ses grands-parents à Beijing avec ses parents. Et c'est la première fois qu'elle se rend dans une foire du temple. C'est vraiment bien. Ils ont passé beaucoup de temps sur cela. C'est très détaillé et très joli. Je lui ai dit que chaque année, nous célébrons le Seigneur Lapin qui nous protégera. Je vais l'emmener voir des sculptures en argile et de papier découpé, des choses qu'elle ne pourra pas voir aux États-Unis. Et pas uniquement de l'artisanat et de la nourriture. Les visiteurs peuvent également prendre une leçon d'histoire au moyen de présentations lors de la foire. Ici, des empereurs chinois qui prient le dieu de la terre il y a des centaines d'années. Alors que nous sommes entrés dans l'année du singe, celui-ci est une star de cette foire du temple. On y trouve toutes sortes de singes, comme des marionnettes d'ombre chinoises, du papier découpé, ainsi que ces poupées de singes aux décorations traditionnelles. Et tous ces articles représentant des singes constituent un marché très florissant pour les vendeurs. Il y a toujours de clients, du matin au soir, sans arrêt. Nous sommes très occupés et ces singes sont très populaires. Cette petite visiteuse vit aux États-Unis, mais se trouve en vacances à Beijing. Elle a reçu un cadeau spécial de la nouvelle année lunaire par sa maman. J'ai regardé les séries télévisées comme Le Pèlerinage vers l'Ouest quand j'étais plus petite. Donc ces singes me rappellent des souvenirs d'enfance. Et je suis émotionnellement très attachée à eux. Aussi, quand ma fille grandira, ce singe lui remémorera ce voyage en Chine durant l'année du singe. La foire du temple de Ditan est l'une des plus importantes à Beijing. L'événement de 5 jours dure jusqu'à vendredi et voit défiler près de 200 000 personnes par jour. En 2015, les chiffres de l'industrie du cinéma en Chine ont terminé sur une excellente note, avec un total de recettes atteignant les 44 milliards de yuan, soit une augmentation de près de 50% par rapport à 2014. Cet élan devrait normalement se poursuivre cette année, d'autant plus que les chiffres des ventes des billets à l'occasion des 3 premiers jours des vacances du Nouvel An chinois ont pris tous les experts de l'industrie par surprise. Les chiffres du box-office ont atteint un nouveau record, avec une recette de 660 millions de yuan pour une seule journée. La comédie La Sirène a généré à elle seule près de 270 millions de yuan de recettes en une seule journée, établissant un nouveau record de vente enregistré en une journée depuis la sortie de la comédie Lost in Hong Kong. Il s'agit une fois de plus d'un retour gagnant sur le devant de la scène des comédiens hongkongais et du réalisateur Stephen Chow au moment de la très prisée période de la fête du printemps. La Sirène est un conte de fées, mais cette fois-ci, nous avons fait les choses un peu différemment. Nous avons voulu sensibiliser les spectateurs sur les problèmes écologiques et environnementaux. Tout d'abord, nous avons voulu assumer le fait que les sirènes existaient vraiment dans le monde. Et nous rappelons que les traitements que subissent ces espèces reflètent ce qui est fait à la Terre. La comédie d'action L'Homme de Macao 3 était également à l'affiche lors du premier jour de la fête du printemps. Plusieurs stars hongkongaises s'y illustrent, notamment Andy Lau, Jackie et Nick Chang. C'était une première pour moi, et j'ai joué le rôle du méchant. Mais fondamentalement, il s'agissait bien d'une comédie avec son lot de fantaisie et de dynamisme. On passe un agréable moment en la regardant. Année du singe oblige, un film sur ce thème en particulier devait forcément être à l'affiche. Le film d'action fantaisiste Le Roi Singe 2 offrait aux cinéphiles la possibilité de redécouvrir sous un nouvel angle l'histoire chinoise classique du roi singe. La performance de la célèbre actrice chinoise Gong Li, jouant le rôle de la Dame Blanche, a été largement saluée par la critique. L'attitude de la Dame Blanche est si particulière, il est même difficile de la voir respirer.
Le film d'animation Monsieur Nyan était également à l'affiche lors du premier jour de la fête du printemps. La semaine prochaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, 2 films de romance seront projetés sur grand écran, ajoutant ainsi une autre douche sentimentale à l'esprit du Nouvel An chinois. L'île thaïlandaise de Phuket compte une importante communauté chinoise. Les habitants profitent au maximum du Nouvel An chinois. Sans doute le plus important lors du Nouvel An chinois est la famille. Sur l'île de Phuket, dans le sud de la Thaïlande, se trouve la plus grande communauté chinoise. Nombre de ses membres appartiennent à la 3e ou à la 4e génération thaïlandaise, mais leur culture chinoise et leurs croyances demeurent fortes. Dans toute l'île, les familles se rassemblent dans leur maison. Ils y servent des plats, allument des bougies et se souhaitent bonheur et bonne santé. Les oranges représentent l'or, les ananas, la chance, les pommes et les poires, la richesse et la santé. Dans les temps anciens, des hommes chinois ont migré au sud, pris femme et se sont installés là. Ici, c'est principalement sino-thaïlandais. Il y a environ 150 ans, des Chinois sont venus vivre ici. À cette époque, ils se sont mariés à des Thaïlandaises et ont vécu dans le coin. Ici, sur l'île de Phuket, les fêtes durent traditionnellement plus longtemps que dans d'autres endroits de la Thaïlande. Il est normal que le Nouvel An chinois soit célébré pendant 2 semaines entières. Tandis que la nuit tombe, les rues s'illuminent de milliers de lanternes. Le rouge est la couleur dominante, symbolisant le feu qui était utilisé pour se prémunir du serpent démon qui, dit-on, terrorisait les villages dans la Chine ancienne. Aujourd'hui, c'est un spectacle gai, alors qu'habitants et visiteurs accueillent la nouvelle année. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur CCTV Français.